La retraite est publicité mensongère. Vous avez ça quand je suis à la retraite. Et tous les jours, je dis quand je suis à la retraite, je vais m'en poser. Donc c'est une publicité mensongère. Bonsoir. On va commencer dans 5 à 10 minutes. Voilà. Juste Non, je voulais enlever cette c'est bien, image. c'est dans les- Si ça vous intéresse, c'est bien. Bon, vous pouvez faire quelque chose. Comme ça, c'est pareil. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un dispositif. Il y a du monde sur Zoom, hein. C'est beaucoup qui regardent par Zoom. Ah ouais, d'accord. C'est les nouvelles là. Je vais montrer tous les livres que Dimasta a écrit quand même, parce que je pense que tu vas pas ce que ça va. Hein, on a fait bien. Et qu'est-ce que je cherchais? On ne connaît pas assez. Je te C'est le moment présente de mon cher faire collègue. Non, pénaliste. Il fait mon bonheur. c'est celui-là directeur. Bah, si tu veux, mon titulaire depuis hier de la société de Évolution psychiatrique. mon titulaire de si tu veux, ailleurs. Non, ça y est, Non, on me présente. Ayat, Smaïl. Comment il écrit en fait? Là, on n'est pas. T'as l'autre bouquin, tiens, parce que moi, Lequel tu veux? celui avec ma trombine. Acte convict, télévision? Ah, échec. Eh bien, c'est tout. Ivan, Faut le lire, hein. je sais pas qui c'est là au Faut milieu. vraiment le lire. C'est assez Et gros. Bernard Chap. Ah oui, Banacha qui doit venir, oui. Ah oui, oui, il doit venir. Oui, oui. On va l'attendre. Est-ce que tu as un appareil photo, camarade? J'ai un téléphone qui permet de faire ce genre de choses. Ben ouais, Ah oui, comme ça, voilà, on les fera livres un comme ça. diffuseur. Ouais, je mets Roselle comme nous ça. a beaucoup diffusé. Voilà. Viens là. Là? La photo de D'accord. ouais, prenez. On n'est pas obligé de faire comme ça. Voilà. Ah, pardon. C'est une petite mine gentille. Oui. Voilà. Ça va sortir. C'est bon? Hein? Ça fera le prochain. Pardon, on a la pause photo comme en Chine avant de démarrer. Mais on profile. Ouais. Mais bon, je vais filmer. Tu me l'envoies sur t'as mon téléphone? Bah non, tu vas me le donner tout de suite, évidemment. Je t'en prie. Alors 06. 06, prenez une note. 06 77. Oui. Pensez s'il vous plaît à éteindre vos micros pour que cela ne fasse pas On d'interférence. va parler fort. Non, mais on entend des petits frottements de fond. Voilà. Ah, il y a Bernard qui arrive. Bonsoir. Bonsoir. Bernard Jacques, psychanalyste aussi. Voilà. Olivier Doué. Enchanté. Donc, Oui, moi j'improvise.
C'est 9h, allez, c'est 21h. On démarre? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? On démarre maintenant? C'est 21h. Hein? C'est 21h. Les gens qui sont... Il y a beaucoup de gens. Tiens, jeune fille, je t'entends bien. Oh, c'est parfait. Tu pourras m'envoyer ça sur mon téléphone. Ah mince, je fais une bêtise. Donc, tu démarres? J'ai fait une bêtise. Je voulais enregistrer. Ah, excusez-moi, hein, voilà, c'est parce que je voulais enregistrer, mais visiblement, ça a l'air Et combien de compliqué. personnes, là? Je sais pas. Je vais pas pouvoir enregistrer parce que si je fais enregistrer, ça me dit de demander au truc et visiblement la secrétaire ne veut pas. Ah oui, après, ça va te faire sauter le milieu. Là, ça peut tout sauter. Bon, Il est marqué enregistrement. ah, vous l'avez, vous? Si vous pouvez m'enregistrer, ce serait bien parce Non, que mais je sais pas, mais il est marqué enregistrement sur. c'est en train Alors d'enregistrer. moi, je sais pas comment couper le son, hein. J'ai peur de D'accord, c'est bon. désactiver. J'ai pas trouvé. Par contre, vous pouvez couper le son sur. La séance est enregistrée, je sais, Monique, je pense que ça vient de l'ordi. Il n'y a que vous qui pouvez décider d'enregistrer. J'entends, mais j'ai appuyé sur la touche enregistrer et ça m'a dit de demander à l'hôte. Donc, je sais pas. Donc, c'est Mais c'est que c'est parti, t'inquiète. c'est que c'est parti, d'accord. Donc, Ouais, c'est d'accord. l'association, en fait. Et pour couper le micro, en fait, juste à côté de la caméra, en bas à gauche, vous passez la souris, vous pouvez appuyer sur désactiver le micro. Bah, Oui, oui. non, je vois désactiver le son, mais il y a Voilà, pas c'est ça, c'est désactiver. ça. Ah, salut. Euh, Là, Nicolas Schwab, psychanalyste et cynophile aussi. Ah, bah alors, ça, c'est Voilà. formidable. Il travaille avec François Julien. C'est bien. Bon, ben, je pense que c'est 21h. La tête couverte, là. Nous pouvons démarrer. Bonsoir, bonsoir à tous. Heureuse de reprendre ce séminaire sur psychanalyse et pensée chinoise. Et une interruption, donc il y a un petit souci de santé. Et ce soir, nous allons partager une soirée assez créative autour d'une œuvre forte et qui demande à être connue de la part de bon nombre d'analystes. C'est l'œuvre de Guy Massa. Je vais vous montrer l'ouvrage. Non, très bien. Non, c'est comme il m'a flouté l'image. Attends. Si je l'approche, ou je vous le ferai parvenir par mail, parce qu'on a eu des petits soucis techniques. Voilà. Alors, je racontais, c'est juste après la publication de mon livre sur Lacan Mencius, mon ami Joseph Rouzel m'a demandé de travailler sur l'ouvrage qu'il souhaitait compiler de son ami Guy Massat, qui venait de décéder en novembre 2019, qui a été un proche de Lacan, qui avait une formation de philosophe, d'histoire, et qui a aussi été journaliste avant d'être... je ne sais pas s'il a été analysé par Lacan, mais... Alors, je ne connais pas le nom de son analyste. Voilà, mais avant de faire un chemin en analyse et un énorme chemin dans la pensée, avec une immense érudition, puisqu'il lit et il noue de manière borroméenne l'Antiquité grecque, l'Antiquité chinoise et la topologie lacanienne. C'est une mine et c'est un grand bonheur à lire. C'est un ouvrage vivifiant, tout comme l'énergie de l'inconscient. Alors, j'ai pour ceci invité deux collègues que je vais... On va mettre le zoom sur d'abord Hayat Smaili, psychanalyste à Montreuil, qui a été formée par Guy Massa en ayant fait une psychanalyse didactique. Elle travaillait dans la protection de l'enfance et dans les hôpitaux et elle doit une grande Reconnaissance, voilà. en fait. Voilà, je vous laisse la parole. Alors, moi, j'ai connu Guy Massa. Alors, Guy Massa, c'est une personne, c'est très érudit, très cultivé et très humble dans son parcours d'analyste. Il a d'abord commencé à exercer en allant chez les personnes. Il n'avait pas son propre cabinet, Guy Massa. Ah oui. Il n'y avait pas le téléphone à l'époque.
Donc, il allait voir ses patients et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et ensuite, il a ouvert son cabinet à la Gare du Nord et après rue Saint-Honoré. Voilà. Moi, je l'ai connu en 99, Guy Massat. Alors, je présente un peu ou... Vas-y, oui. Tu Alors, parles comme tu l'entends. d'accord, d'accord. Je me lance dans le vide. Voilà. Tu parles comme tu l'entends, c'est la moindre des choses. Voilà. parce que- Alors, moi, voilà. Moi, en fait, j'ai été beaucoup, en fait, formée, en fait, plus dans la psychologie, dans les institutions. Et effectivement, et en plus, j'ai de la famille qui est psychologue et médecin. Donc, moi, je voulais vraiment, en fait, rencontrer quelqu'un qui sorte des sentiers battus et qui soit vraiment en fait, extérieur à peut-être un côté un peu plus institué, un peu plus normatif. Et j'ai souhaité vraiment faire une analyse avec Guy Massat. Et donc, j'ai donc rencontré Guy Massat en 99 et ce qui m'a permis, ce qui m'a apporté Guy Massat, c'est de pouvoir en fait sortir de ce regard, comment dire, normatif et prescriptif et institué du système parlé en fait quand on rencontre une famille ou un patient et de pouvoir m'ouvrir et de pouvoir innover dans mon travail et de me relier complètement à cette topologie du dessous et du dessus au niveau inconscient et vraiment de me concentrer plus sur ce que pouvaient dire les analysés sur ce qui est dit à travers ce qui n'est pas dit. Donc, je me suis vraiment mis, comment dire, j'ai ouvert mon inconscient en fait, et ça m'a mis beaucoup de temps pour être vraiment permettre ce transfert et permettre aux personnes, aux patients de soulager leur souffrance et d'arriver après à offrir une psychothérapie ou une cure analytique. Et ça m'a fallu quelques années pour pouvoir avoir ce regard euh, plus en phase avec mon inconscient et avec l'inconscient des patients. Et ça a été très opérant. C'est difficile d'expliquer pourquoi, mais ça a été très opérant. Et j'ai travaillé en 2008. J'ai commencé à travailler en 2008 avec lui, en tant qu'analyste en fait. Depuis, ben, je l'exerce toujours. Et voilà. Et j'ai des patients et ça apporte sans médicaments et avec lesquels qui avancent. Tu me disais tout à l'heure qu'il y a bon nombre d'analystes qu'il a formés. Alors, il a formé donc plusieurs analystes. Donc, il y a donc Sophie Cadalen, Sophie Cadalen qui était une des premières psychanalystes, qui est assez connue qui a été un peu qui a participé à des émissions de télévision, Sophie Cadalen. Ensuite, on a formé le cercle psychanalytique de Paris. Il y a eu donc Virginie Gabriel Touzet, Isabelle Normand, Marie Prétot, Yann-Édouard Bruni. Qui d'autre j'ai oublié? Peut-être quelqu'un d'autre? Yann-Édouard Bruni. Peut-être j'ai oublié une ou deux personnes. En tout cas, ces personnes-là, elles doivent énormément à Guy Massat, qui a été vraiment d'un enrichissement c'est une personne extrêmement humble. Et à chaque fois, quand il venait lors des séances, il préparait absolument rien et il était d'une fulgurance comment dire, de formules éclatantes en fait, illuminantes cas. Et moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup éclairé au niveau de ma pratique. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé beaucoup avec des enfants et des adolescents et j'ai essayé d'innover et de réfléchir autrement que par des nosographies et par comment dire, de mettre des gens dans des cases ou dans l'autre. J'ai eu un regard qui m'a permis en fait d'innover et même d'interpréter les dessins différemment à travers la métaphore, la métonymie, et de comprendre vraiment et de rentrer en relation et de comprendre en fait les enfants et les adolescents par ce biais-là. Et j'ai pu aussi insuffler tout ce travail-là dans la protection de l'enfance et ça a été, même dans mes écrits. Et ça a été, si vous voulez, à l'époque, jusqu'en 2000, accepté et reçu, vraiment comme quelque chose qui apportait un plus dans mon travail. Et voilà, donc pour moi, il a été très précieux. Ça a été quelqu'un qui m'a permis d'être innovant,
innovante, d'être innovante dans mon travail, d'être créative et de sortir vraiment de ce regard figé, de ce regard, et voilà. Et le retour de mes patients, de mes analysés, me dit qu'en fait, le travail est très enrichissant pour eux. Et parfois, j'ai des situations très compliquées. Et ces personnes-là, elles vont mieux. Elles vont mieux. Et sans médicaments, certains. Et certains ont des médicaments. Je ne suis pas contre les médicaments, hein, ce n'est pas un problème. Mais voilà, le retour, c'est que je vois que vraiment, cette façon de pouvoir. Alors, ça m'a mis quelques années pour arriver à ce niveau-là. On va dire à 10 ans, depuis 2000, je travaille, mais où je me sens vraiment plus opérante, c'est peut-être depuis 2 ou 3 ans. Voilà, donc ça, c'est une pratique qui m'a demandé beaucoup d'années pour arriver à un niveau d'écoute, de recevoir la souffrance de l'autre et de soulager les gens que je reçois à travers, voilà, en me connectant vraiment à cette topologie, voilà, ce nouage et à de différents niveaux de langage et de pouvoir vraiment être en phase avec le patient. Voilà. Je ne sais pas si. Est-ce que tu sais depuis quand il s'était intéressé à la Chine? Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas. Bonne question. Ah, j'ai aussi invité mon grand ami Olivier Douville. Je passerai l'ordinateur, voilà, à droite, Oui, à droite et à gauche. Voilà. Attends, passe Membre d'Espace Analytique et membre titulaire depuis tout peu de la Société d'évolution psychiatrique, c'est ça, directeur de psychologie clinique, auteur de nombreux ouvrages et transmetteur de psychanalyse à l'étranger, et avec qui j'avais fait quelques voyages à Chengdu en Chine aussi. Deux. Chengdu. À Chengdu, oui, deux Oui. voyages. Mhm. Qu'est-ce que je fais? Alors, Je parle? oui, mais vas-y, oui. Bon, alors, j'ai rien préparé de trop formel. Alors, je vais commencer par parler de Guy Massat tel que je l'ai connu. D'abord, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler de façon incidente lors d'une journée organisée par Sophie Mijola, où étaient invités, entre autres, Dufay et une psychanalyste qui disait qu'elle avait connu un psychanalyste, Massa, dont le nom m'était complètement inconnu, et elle associait sur Ma, le cheval, etc. Bon. Donc, ce nom m'est rentré dans l'oreille. À l'époque, je connaissais très très bien Michel Guibal, qui a fait beaucoup pour que les psychanalystes occidentaux aillent se disperser, s'égayer en Chine, se perdre un peu en route, faire leurs courses et parfois en retirer quelques profits intellectuels. Ces deux hommes, Guy Massat d'une part et Michel Guibal, sont très peu connus. Je suis un peu responsable de leur rencontre, on le voit sur ce bouquin-là, puisque l'espèce de zigoto qui est entre eux, c'est moi. Je cite le livre Guy Massat, c'est le cartel sur Qui télévision. est un très, très, très beau bouquin. C'était l'époque où beaucoup d'étudiants chinois, Yan Relai, Zhu Fei, Gu Jiangling, quelques autres, venaient en masse, poussés par Rodatong, à Paris pour faire leur thèse. Ils faisaient leur thèse soit à Paris 7, soit à Paris 13. Et j'ai dirigé la thèse de Shudan, la thèse de Yan Relai, la thèse de Gu Jiangling. Et c'est à l'occasion d'une de ces soutenances que les deux hommes se sont rencontrés. Je crois que maintenant, nous pouvons essayer de voir comment leurs pensées sont en écho ou pas, parce que sur bien des plans, elles ne sont pas en écho. Ensuite, pour des raisons personnelles qu'il serait de votre goût de détailler plus avant, j'ai rencontré personnellement Guy Massat, étant lié à quelqu'un de sa famille. Alors, j'ai rencontré le personnage de Guy Massat. C'est un personnage insolite, passionné, toujours entouré d'écriture chinoise et de neubroméens,
avec un humour et assez vif, je dirais, et qualité humaine, une tendresse énorme pour ses petits-enfants. Mais ça, c'est un peu autre chose. Mais il a transmis aussi au sein de la famille, puisqu'un de ses petits-fils est co-auteur d'un livre, hein, je crois. Tu peux nous le montrer? Ah, sur le Tao Te Ching. Bon. Alors, lire Guy Massa, c'est assez déconcertant. C'est assez déconcertant parce que ça va de, je dirais, l'exploration topologique la plus rigoureuse à parfois l'explication phonologique ou philologique la plus extravagante qui soit. Il y a de ça. Alors, je pense que Guy était quelqu'un qui avait besoin, énormément besoin, d'avoir un petit groupe de fidèles autour de lui. Et au fond, il se fichait assez copieusement d'être connu ou reconnu. C'était pas son truc. Voilà. Il ne prétextait pas de la Chine pour se présenter comme un spécialiste de la psychanalyse sinisée ou sinistrée. Si on est spécialiste, ça devient sinistré. Mais comme quelqu'un qui représentait un élan. Voilà. Un élan et un élan. Si je t'ai entendu, j'ai entendu d'autres personnes qui travaillaient avec lui, un élan difficilement résistible. C'est difficile de résister à l'élan de Guy Massa. Bon. Il n'avait pas comme Guibal le souci de faire des grandes jonctions entre les psychanalystes chinoises, il y a aussi évidemment la très précieuse, très intelligente Zaobin ou Moschen, et les psychanalystes français. Il avait le souci de creuser son sillon. Voilà. Ce qui a à voir avec une... C'était deux rigueurs éthiques différentes. La rigueur du partage, la rigueur du sillon, c'est deux rigueurs éthiques. Enfin, une qui vaut mieux que l'autre, une qui serait finalement... On ne peut pas s'amuser comme ça, des espèces de hit parade à la noix. Alors ensuite, Joseph, comme ça j'ai rencontré du reste mon ami Hayat, Hayat, puisque quand on prononce ton nom avec l'accent arabe, tu es obligé tout de suite que tu ne parles pas un mot d'arabe, ce qui me semblait bizarre. Hayat, ça veut dire la vie quand même. Alors je dirais, avec mon ami la vie, voilà. Mon ami la vie, ça lui va bien, regardez là. Ça lui va très bien. Et Joseph Fouzel m'a envoyé, alors peut-être qu'on va travailler simultanément, c'est possible, hein, quelle importance. Peut-être préciser qui est Joseph Fouzel? Oui, un volume assez disparate, où il y avait énormément de citations qui prenaient 2 pages, 3 pages, 4 pages, donc rigoureusement impubliables. Beaucoup de réedites, beaucoup de répétitions, parce que évidemment, comme nous tous, hein, et moi donc aussi, Guy reprenait ses textes. Il n'avait pas le souci de faire école, mais il avait le souci de faire trace. Et là, c'est différent. Il reprenait ses textes. Alors, j'ai proposé à l'éditeur, enfin, à l'éditeur au sens ancien du terme, c'est-à-dire à Roussel, et c'est pas l'Harmattan. Je peux revenir. Oui, Joseph Fouzel, qui est grâce à lui, que moi j'ai connu en fait grâce à. Juste préciser le lien en fait, les liens qu'on fait. Oui. Parce que Joseph Fouzel, en fait, oui. Joseph Fouzel, c'est donc un psychanalyste qui a travaillé avant en fait dans le secteur social, dans le secteur social, un ancien éducateur qui a écrit énormément, qui est très connu en fait, une grande notoriété dans le travail social, une très grande notoriété dans le travail social, et qui a connu en fait Guy Massa dans les années 70, parce qu'il a écrit un livre sur réflexe, je ne sais plus du tout, mais c'est comme ça qu'il a connu Guy Massa. Et donc du coup, quand j'étais en analyse avec Guy Massa,
Guy Massa m'a mis en relation avec Joseph Rosel. C'est comme ça que j'ai connu Joseph Rosel, en fait. Voilà, c'était juste pour faire un Que petit tu aparté. connais depuis très longtemps. Alors. Voilà, que je connais depuis quelques années. Et Joseph Rosel a eu vraiment, et tout de suite, vraiment, voilà, en admiration. En tout cas, tout de suite, il a adoré les textes de Guy Massa et sa façon de travailler. Et il a voulu vraiment, il a trouvé ça très important de publier ses écrits. Et il m'a demandé, en fait, de me mettre en lien avec Hélène Massa et donc Alice Massa, qui sont les enfants et les filles de Guy Massa. Donc, Alice Massa, qui est psychanalyste, hein, et Hélène Massa, qui est psychologue. Non, Voilà. mais psychanalyste aussi. Aussi, psychanalyste aussi, voilà. Psychanalyste aussi. Voilà, c'était juste pour faire une petite aparté, voilà, pour expliquer l'exemple modèle. Bon, oui, donc c'était la jonction avec moi et assez vite, moi j'ai été pour ce livre sollicité pour deux raisons. D'une part, aider, mais je pense que tu as joué un rôle aussi non négligeable à ce que ce soit publiable. Et La correction des caractères chinois, j'ai fait. oui, sur la correction, enfin, il y avait beaucoup de choses avant. C'était un chantier. Et puis bon, j'ai écrit la préface. Donc, je ne vais pas revenir sur la préface. Vous la lisez, vous ne lisez pas. Je ne suis pas venu ici pour lire ce que j'ai écrit il y a quelques années. Ça n'a aucun intérêt. Pour moi, en tout cas. Je voudrais dire deux choses sur ce que m'a apporté le fait en travaillant sur le manuscrit brut strictement impubliable, le fait que ça m'a apporté de me mettre dans la peau de quelqu'un qui aide à l'édition. Bon, c'est un peu mon boulot, puisque je dirige deux revues, même trois, parce que je dirige Psychoclinique, Les Cahiers de l'enfance et de l'adolescence, c'est une revue africaine qui a pris la suite de Psychopatho africaine. Aucune importance. Plus que cela, je ne suis pas venu pour vous parler de ce que je fais. Mais pour vous dire que dans une position de lecteur et éditeur, Aldo Manouche, il m'est apparu au moins deux choses. La première chose, c'est que, au moins deux choses, sinon trois, on va dire trois même. La première chose, c'est que Massa renouait avec une vieille tradition, qui était d'essayer de comprendre comment la psychanalyse pouvait apprendre quelque chose du zen. Alors ça, c'est pas Massa qui l'a inventé, c'est Eric Fromm. Mais je crois qu'Eric Fromm en a tiré des considérations à son image, du reste, généreuse et folklorique, et un petit peu d'un style, la civilisation occidentale, voilà, choséifie trop le monde, pas faux. C'est un lieu commun, donc c'est pas faux, et que ça pourrait être fécondé par les traditions orientales. Bon, je crois que c'est un peu le sous-jacent à beaucoup, je l'ai eu en partie, hein, à beaucoup de nos intérêts. Bon. La deuxième chose, c'est que l'apport incontestable que Massa fait passer, Guibal aussi d'une autre façon, dans ce rapport aux civilisations japonaises d'abord et chinoises ensuite, parce que le grand pays de Massa au départ c'était le Japon. Et oui, c'est là où il a appris le zen, c'est là où il s'est fait moine zen, c'était le Japon. Et la Chine est venue après. Bon, après tout, il y en a d'autres, hein, intellectuels français qui ont fait ce périple. Bon. Alors, premier rapport, je crois, c'est de nous débarrasser d'une vision de l'homme comme l'homme tragique. C'est-à-dire de nous débarrasser de la condition tragico-oedipienne qui semble l'alpha et l'oméga d'une certaine pensée psychanalystique qui a sa fécondité. On ne peut pas s'en débarrasser quand on reçoit des enfants. Je ne vais pas dire qu'il faut foutre ça à la poubelle, mais à un certain moment, la psychanalyse ne fait pas que renforcer les identifications, mais d'une certaine façon, elle les pulvérise. Ça ne veut pas dire qu'elle les détruit. C'est-à-dire qu'elle nous laisse entrevoir qu'il y a toujours un au-delà. On n'est pas forcé d'en faire un mysticisme.
Quant au congrès de la Grande Motte, Lacan dit que Freud a fait retour au présocratique. Ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que là où Freud puise, selon Lacan, et là où Lacan incontestablement puise, c'est à une tradition, proto-tradition grecque, antérieure à la démocratie athénienne, puisqu'on sait que la démocratie athénienne, son grand truc, ça a été de fixer un répertoire tragique. La plupart des pièces tragiques, elles se jouaient sur des tréteaux et elles étaient détruites après avoir été jouées. La démocratie athénienne, la République platonicienne incarnée dans l'histoire, tellement à la hauteur du modèle platonicien, a décidé de se créer sa culture en créant son répertoire. Un répertoire écrit par 3 anciens combattants. Pas l'oublier cette affaire. Sophocle, Échille, Euripide. Dire que Freud fait retour au présocratique, c'est à la fois une provocation et un petit peu dire une commodité. Parce que quel présocratique, quel point commun entre Héraclite, Anaximandre, etc. Il n'y a pas beaucoup de points communs, si ce n'est qu'ils étaient tous fascinés par quelque chose qui a à voir avec l'énergie. Une énergie qui peut aller dans un sens comme dans l'autre, qui est une énergie de renouvellement, qui ne s'achève pas dans l'idéal platonicien du beau, du vrai et du bon, qui va durer des siècles, hein, jusqu'à Boileau, dans l'art poétique, une certaine énergie qui brise le rapport de coïncidence entre un être et son image. Donc, pour Guy Massat, dont je sais, personnellement, pour en avoir avec lui parlé, que cette invocation des présocratiques résonnait, Guy a essayé de faire une espèce de pontage rigoureux. C'est pas une sauce qu'on met tout parce qu'on a que ça sous la main, puis on fait bouillir la marmite, des idées obscures. Pas du tout. Un pontage entre la topologie lacanienne, la pensée présocratique qui est un dépassement constant des antinomies. Voilà. Même si, évidemment, on ne peut pas lire d'un même jet, comme si c'était des variations d'un même souffle, Héraclite et Anaximandre, par exemple. Et puis, le zen. Bon, alors, tout cela est important parce qu'il s'en déduit une théorie de l'inconscient qui n'est pas celle avec laquelle généralement on aborde, peut-être à tort, de Freud. Une théorie de l'inconscient qui ne fait pas de l'inconscient la pièce secrète renfermant des souvenirs refoulés. Cette théorie, du reste, est aussi bien freudienne dans les premiers temps que janésienne, puisque pour Janet, l'inconscient est parfois une espèce de formation psychopathologique des névrosés traumatisés qui ne trouvent issue qu'en se façonnant un style hystérique qui les condamne. Bon. Alors, si vous voulez, ça c'est le deuxième apport. Donc l'inconscient, envisager plus, pour reprendre la métapsychologie freudienne, sur son aspect dynamique que sur son aspect économique utopique. Bon. Et l'inconscient comme prise avec le réel. Donc, il y a une théorie très juste de l'inconscient chez Guy Massat, qui est de nous dire que l'inconscient, c'est le dépassement des antinomies, savoir avec une espèce d'énergie vitale. Il y a des moments vitalistes hein, chez Massat avec lesquels on peut être pas d'accord, c'est pas d'accord surtout, c'est juste situer l'originalité du propos. Et de ce fait, il revisite la question de la pulsion de mort. C'est-à-dire qu'il revisite ce qui, dans la destruction, n'est pas au service de la mort, mais au service du jaillissement de la conscience. Lorsqu'il cite un moine bouddhiste qui dit il faut tuer le Bouddha, c'est pas une incitation au meurtre, il est mort depuis longtemps, Bouddha, mais il faut tuer la fétichisation du Bouddha. C'est ça que ça veut dire.
Donc, il y a beaucoup de choses comme ça chez Massa qui consistent à dire que il y a dans le rapport à l'inconscient quelque chose qui passe. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé de transmission ou d'enseignement, ce qui n'est pas exactement la même chose, ce n'est même pas trop la même chose. Ici, on fait de l'enseignement. Hein. Un séminaire, c'est un enseignement. Mais je pense aussi que Massa a peut-être, c'est une spéculation complètement hasardeuse, voulu apporter un démenti à sa façon à l'idée de Lacan que la passe était un échec. C'est-à-dire faire tenir quelque chose de la passe qui ne serait pas nécessairement ce dispositif beaucoup trop institutionnel et instituant qui a été échoué qui a rencontré son échec, pardonnez-moi, je parle très mal ce soir, du moment où cela a servi à distinguer les bons psychanalystes de ceux qui ne l'étaient pas tout à fait. Alors, je crois que l'expérience intérieure que propose Massac est une expérience de la rencontre du vide pour échapper au néant. C'est ça qui est formidable. Je pense que cette expérience intérieure a à voir avec le passage et que le passage était une réponse à l'échec de la passe. Troisième point que je voudrais dire, c'est que si l'on suit le parcours de Lacan, on peut, et qu'on aime les divers aspects des pensées chinoises, c'est-à-dire la pensée chinoise, ça va toujours sembler ahurissant. On se rend compte de quelque chose qui peut nous frustrer, c'est que du moment où Lacan se plonge dans la topologie, on est dans RSI, hein, jusqu'au moment de conclure, jusqu'à dissolution, l'ultime séminaire, il abandonne complètement la référence à la Chine, hein, qui était évidemment centrale dans son texte, son séminaire d'un discours qui ne serait pas du semblant, avec la référence qu'on a fétichisée parce que ça nous empêche de regarder le reste des pensées chinoises à Manson. Bon. On avait tricoté ce rapport à Mencius à Chengdu dans un colloque que Guy Ball, Rodatong et moi-même avait organisé sur la nature de l'être parlant. Alors, tu n'étais pas encore dans cette affaire. Bon. Ce que je veux dire, c'est que ce que Lacan a trouvé dans la Chine, c'est l'écriture. Lacan ne théorise pas les grands textes. Le rêve dans le pavillon rouge, le voyage vers l'Orient, la guerre des trois empires ou des trois empereurs, je ne sais plus très bien. Lacan ne les théorise pas. Alors que pour la culture, ou quelques aspects de la culture française, il prend à bras le corps Claudel. Bon, ce qui intéresse Lacan, à part Mengseux, c'est peut-être ce côté à la fois impérieux et fragile de la poésie. Mais ça, c'est grâce à Cheng. Voilà. Et ce qui l'intéresse, c'est la lettre. Dire que le passage par la Chine permet à Lacan de créer une distinction entre la psychanalyse appliquée à la littérature et la question de la lettre. Et cette question de la lettre, il y revient peut-être par la dimension de la graphie. C'est-à-dire que le geste de la graphie ne s'est pas perdu, mais il va se convertir dans la topologie. Et ça, je pense que c'est très important, qu'il est insuffisant de dire que Lacan s'est détaché de la Chine pour faire de la topologie, qui serait, pour moi, mais c'est un point dont nous pouvons discuter, plus conséquent de penser que Lacan a pris l'énergie de la calligraphie pour penser le geste de la topologie. Ça c'est le troisième apport. Alors, c'est ma façon très réductrice, évidemment, de voir les choses. Mais pour vous donner un peu l'idée de ce livre, qui a un parfum, parce que ce n'est pas un livre didactique, c'est un livre où la malice, l'intelligence et la culture de Guy surgissent presque à chaque page. Ce n'est pas du tout un livre didactique. Non. Ce n'est pas un livre biographique, là on raconte un peu la bio. Moi j'ai rencontré Guy, toi tu as rencontré Guy, etc. Bon, c'est normal. On parle de quelqu'un, autant le faire apparaître. Mais il y a quelque chose d'autre.
c'est son esprit, son parfum. Alors, par exemple, Bodhidharma, le fondateur du Zen, était appelé l'ascète qui regarde le mur. Bon, moi, je regarde le mur, je vois un mur. Bon, je vois important qu'il faut éteindre le radiateur avant de quitter la salle. Bon, d'accord, moi, je vois un mur. Bon. Le rien, je continue, ne peut être donc compris dans deux orientations différentes. Le rien comme négation et le rien comme coupure créatrice. Il suffit de ne pas choisir. C'est très intéressant. Et au fond, évidemment, le mur que regarde le fondateur du Zen n'est pas un obstacle de pierre, de briques, de torchis ou de ciment. Il regarde ce qui fait obstacle à cette dimension du rien créatif. Il regarde le mur lorsque le mur se volatilise, non pas par la puissance de regard, mais par l'appel à l'autre scène qui mobilise le regard. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire d'un livre qui recèle beaucoup d'autres qualités que celles que j'ai trop sommairement épinglées avec vous ce soir. Merci beaucoup, Olivier. Effectivement, c'est un livre. Moi, je l'ai relu ce matin, j'étais dans le train. Toulouse-Paris, c'est 4 heures, mais là, nous avons été arrêtés pour un incident de personne sur une voie et nous avons mis 1 heure de plus. Et incident de personne à la SNCF, en général, c'est un suicide. Et j'étais prise dans ce livre où on sent la force jaillissante de l'inconscient. Lou Andrea Salomé en avait parlé dans ses lettres à Freud, mais je crois qu'avec Guy Massat, on est vraiment au cœur. L'inconscient, c'est vraiment l'élan vital, c'est la force, c'est le jaillissement, et de pouvoir accéder à la castration libère cette formidable énergie. Et donc, je me disais, Guy Massat, c'est le mouvement. C'est l'homme en devenir. Il s'appuie d'ailleurs sur le 1 du devenir d'Héraclite et non le 1 statique de Parménide ou Platon. Voilà, d'un sujet toujours en devenir et qui viserait ce que les Confuciens appelaient le tai chi, le fait suprême, qui est une fois le passage de la passe dans la porte et le rien, et cette béatitude de l'inconscient qui donne une grande puissance psychique. Voilà. Et donc, je me disais, voilà, cet homme qui s'est suicidé, il a arrêté le mouvement, et en arrêtant ce mouvement, il arrête le mouvement de milliers de personnes, parce que je raconte pas le bazar à la gare de Montparnasse. Et donc, la vie, c'est le mouvement, c'est le devenir appuyé du jaillissement sous-jacent de l'autre scène et de l'inconscient. Je trouve que c'est très important ce que tu dis du geste de la calligraphie que Lacan aurait reconverti dans la topologie. C'est à travailler, je pense. Et son ouverture à la poésie, grâce à Chung, certes, mais à mon avis, je crois qu'on méconnaît aussi, ça je le dis chaque fois, on méconnaît l'importance de la rencontre de Lacan et de l'éminent sinologue Paul de Méville dans les années 40. Ah oui. Voilà. Donc, il y va tous les soirs faire des cours de chinois, c'est la période de l'occupation. Et Paul de Méville est le spécialiste du bouddhisme Chan. Donc, Lacan a baigné dans le bouddhisme Chan dès les années 40, alors qu'il l'a relevé, alors que j'étais déjà psychanalyste. Voilà. Donc, et il avait ouvert son premier séminaire en novembre 1953 en citant un moine bouddhiste zen. C'est le zen ou le chan, voilà. Là, je me permets juste oui, alors je te repasse. Oui. Oui, non, mais c'est très bref.
Oui. Si on lit le texte de 49, le stade du miroir, on passe sur les épisodes de la pigeonne et du criquet pèlerin, qui sont sympathiques en plus. La fin du texte, intéressante aussi, est méconnue souvent. Au-delà des contours, je le cite de mémoire, le grand voyage commence. Ça, où est-ce que vous avez trouvé une terre philosophique qui puisse convenir à un tel envol? Bon, bah, on a quelque chose là du rapport de Lacan à certains états de la pensée chinoise qui mobilisaient beaucoup de gens dans les années 40. Ça mobilisait beaucoup de gens. Hein, et les grands sinologues, enfin, dialogue avec la Chine, ça a mobilisé beaucoup de gens. Pascal, Blaise Pascal, déjà, c'est par lui. Enfin, euh, bon, Je vais revenir sur la question du vide, hein, donc, qui est centrale et qui a intéressé Lacan, qui a fait de l'inconscient une béance, hein, autour duquel tout s'organise. Ce vide qui rejoint le Wu Wei taoïste, le non-agir, hein, qu'on a vécu dans la période du confinement, avec ce rétrécissement, cette non-action, jusqu'à laisser advenir autrement les choses. Et je pense qu'envisager l'inconscient dans cette dimension de vide aussi, à l'époque où les progrès de la science physique, par exemple, nous montrent la désubstantialisation de l'univers depuis ce que dit Guy Massad, hein, depuis les travaux des physiciens de Bohr, permet une lecture autrement de l'inconscient. J'ai fait un enregistrement lundi avec Florence Guignard, une grande dame de la psychanalyse qui a 93 ans et qui pensait retravailler aussi les mécanismes de l'inconscient à partir de la physique quantique. Voilà, c'est régulier. Voilà. Dans nos milieux, faut y aller avec la physique quantique. Il y a un truc qui est marrant dans nos milieux, c'est qu'on y va avec la Chine, on n'apprend pas le chinois, on y va avec la physique quantique. Bon, on n'est pas capable de lire les équations de physicien. Et en même temps, et on y va avec la topologie, et je suis pas sûr que Lacan est le plus futé topologue. Et en même temps, on a besoin de dépasser les fondements de la raison occidentale. Donc, c'est tout à fait légitime comme entreprise. Est-ce que ça ouvre un vrai dialogue interdisciplinaire? Surtout, topologie, Souris et Thomé ont essayé, mais enfin, ce qu'ils apportaient n'a pas vraiment été repris, quoi. Mais bon, c'est un symptôme créatif d'aller chercher ailleurs ce qui nous dépasse, qui nous fait dépasser le principe de non-contradiction et la tyrannie de reflet. Voilà. Il y a cet appel à autre chose. Maintenant, cette autre chose est un peu mythifiée. Enfin, quand même beaucoup de mythification de la Chine, beaucoup de mythification de la physique, beaucoup de mythification. Mais on en a besoin pour sortir, pour inventer le temps qui convient à la topologie. Le texte le séminaire de Lacan, la topologie et le temps, nous indique bien qu'on ne peut pas uniquement penser en termes d'espace, mais véritablement dans des questions spatio-temporelles où s'agitent des tressages, où s'agitent des nœuds, où s'agitent des cordes, où les fondements aristotéliciens puis cartésiens de la logique sont battus en brèche. Et quand on dit que l'inconscient ignore la contradiction, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des signes où on a été négativé par l'autre qui n'irait pas s'inscrire dans l'inconscient, c'est pas ça.
Mais ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre l'inconscient dans une logique du tiers exclu et du contradictoire. Alors, l'inconscient ignore la négation, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas, si nous sommes attachés à une logique binaire du oui, du non, appréhender quoi que ce soit de l'inconscient. En d'autres termes, ceux qui sont attachés à une logique binaire du oui et du non ne comprennent pas l'inconscient. C'est ce que ça veut dire. Oui. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des indices de négation en tant qu'acte de parole qui ne soient pas refoulés dans l'inconscient. C'est maintenant. Ayad, vas-y. Par rapport à Guimassa, je veux préciser aussi que Guimassa n'a jamais analysé de... Ah, on voit pas? Comment ça se fait? Non, c'est le film qui s'est coincé. Ouais. D'accord. Oui, Alors, il n'a jamais analysé de... Il n'a jamais analysé d'enfants et d'adolescents. Ah. Non, c'est des adultes D'accord. qu'il analyse. D'accord. Hein. Et pourtant, il a été extrêmement... il connaît très bien Dolto, Winnicott, Mélanie Klein. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, même s'il n'a pas analysé d'enfants, il a été très opérant. Quand moi, je lui apportais mon éclairage au niveau clinique, au niveau des enfants, il a été vraiment très efficace, voilà, il m'a énormément apporté au niveau de sa manière de faire par rapport à la compréhension des études de cas d'enfants, alors qu'il en a... C'est comme Freud. Freud, c'est au travers de ses patients, de ses patients que Freud a analysé le Calquiance ou le... Guillaume, c'est le papa qui venait. Voilà, Puis c'est quand ça. le science est arrivé, il a dit Mais il a- je savais que ce garçon allait bien me voir, qui a fait beaucoup de bien ici. Donc, il avait cette richesse-là, quoi. Ça a permis à Hans d'oublier tout. C'est pour porter ça, faut dire que c'est... Voilà, il avait aussi... Non, là, mais tu sais il avait que peut-être... quand Hans a revu Freud, Hans se souvenait de rien. Et oui. Oui, ça De fait... rien. Voilà. C'est important de le préciser. Et un passage que j'ai beaucoup aimé, moi aussi, c'est ta relecture des mythes grecs, d'une grande force. Et il fait de la figure d'Artémis, la déesse d'Artémis, la déesse de la castration, en analysant la figurine d'Éphèse, qui porte en elle plusieurs symboles de la castration. Oui. Hein. Alors, elle a d'abord, alors si je vous la montre, tout le monde l'a en tête, l'Artémis d'Éphèse. Grande était la Diane des Éphésiens. C'est Oui. celle de Freud. Quand on l'a vu, oui. Enfin, là, le dessin est tout petit, mais non, je sais pas. Comme c'est flouté, les choses ne sont pas nettes. D'accord. Bon. Hein? Voilà. Elle a le temple sur la tête, le temple Témon, qui veut dire couper. Hein? Donc, cette déesse a l'art de couper, de la coupure la plus élevée. Et le temple est porté par 2 étages de femmes ailées, c'est-à-dire des fées, du grec fémé parole. Et les paroles ou les fées sont 3. Donc les 3 moires qui fabriquent le fil de la vie. La parole est notre destin, dit Massa, d'une force. Et sur la poitrine de cette déesse, il y a le fameux. Elle a 3 rangées de testicules de taureau. Qui symbolise l'assomption de la castration, le dépassement de l'Oedipe et l'autre jouissance. L'assomption de la castration marquant le moment où le désir c'est d'être soumis à l'idéal paternel. Sur la sculpture de côté, il y a toutes sortes d'animaux qui représentent les pulsions primaires. Et sur les côtés, en alternance, une abeille ou une fée. L'abeille étant la métaphore de la parole, de la poésie et de l'élégance, de l'éloquence. Voilà. Cette Artémis signifie bonne santé. C'est la bonne santé de l'inconscient. Artémis aussi signifie l'art de la justice. Et il fait de l'inconscient justice. Dans l'inconscient, la justice est absolue parce qu'elle est en mouvement.
Et la justice est donc le 7e, la plus élevée des conditions de la santé, et qui est la vie de l'inconscient. D'un inconscient entendu comme justice. Et en justice dynamique. Cela entraîne 3 autres conditions de la santé qui sont la rapidité de jugement et d'action. Voilà, donc cette bonne santé psychique, cette bonne santé de l'être entraîne une extase de l'inconscient, la mise en mouvement de la stase antérieure de l'inconscient, et nous amène à ce que Nietzsche appelait le gai savoir, la grande santé. Voilà, c'est ce qu'il souhaitait en fin d'un séminaire du 22 février 2007. Voilà. Ces séminaires devaient être extrêmement vivants. Très vivant, Ah et oui, une façon oui. de raconter, de réinterpréter la mythologie à sa façon, à sa manière. Et c'est vrai que, en fait, en lisant en fait Guy Massas, enfin, on lit, on voit la topologie en fait en mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas il y a pas un premier niveau de lecture, il y a une interprétation vraiment où on est vraiment connecté à l'inconscient. Il réussit à retraduire en fait le représentant de représentation de la mythe de la pulsion de mort, pulsion de destruction, au travers des mythes qu'il retraduit à sa manière, de manière topologique, et c'est jaillissant de sens en fait. Voilà, c'est une interprétation qui est unique à la Guy Massas, qui est très parlante et qui est très et qui amène vers l'extase en fait. Voilà. C'est ça. J'étais aussi très intéressée par Artémis, parce que je me racontais tout à l'heure que j'aménage une maison dans les Corbières, dans un petit village qui s'appelle Fitou, qui était sur l'axe depuis l'Antiquité de la route gallo-romaine qui descendait vers l'Espagne. Et ce lieu était un lieu d'arrêt et un lieu d'hommage à la déesse Artémis, dont a été retrouvée une autre petite figurine que je vais aller voir, et je vous enverrai la photo. Ah, bah, c'est Mais ça. elle a un temple sur la tête aussi, mais elle est... Voilà. Quelque chose sur la tête. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous lire d'autre encore de ce qu'il nous dit aussi sur la beauté? Ah, bah, on s'en laisse Aphrodite, pas. non, c'est ça, sur Oui, le mythe c'est ça. Psyché et Voilà. Aphrodite. Ah, j'adore. Aphrodite, non, c'est un vrai bonheur, je vous le conseille à lire. C'est page 62. Hein. Voilà. Qu'est-ce donc que la beauté? Cette finalité sans fin, comme dit Kant, et qui est donc Aphrodite. La beauté est une, mais elle se manifeste diversement. Il y a la beauté du printemps, celle de l'été, de l'automne, celle de l'hiver et celle de tout instant qu'on voudrait éternelle, comme un éclair qui durerait. Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce qu'ôte la beauté? La beauté, dit Lacan, est la limite du tragique, justement, le point, le nœud, où la chose insaisissable nous verse son euthanasie. C'est l'agonie qu'exige de nous la chose pour qu'on la rejoigne. Il dit ça dans l'identification. Toute la pensée grecque, dit Guy Massas, est dominée par ce calme délire qu'est la beauté. Cette beauté qui sauvera le monde, affirment certains, parce qu'elle est relationnelle et qui suscite le désir d'éternité. Aphrodite est l'image fascinante qui nous coupe le souffle, et nous pouvons interpréter Aphrodite comme illustration du stade du miroir, l'insight configurant, comme dit Lacan. L'instant de ce moment jubilatoire où l'enfant saisit l'intégralité de son image corporelle, vécue jusque-là comme morcelée, dans une perception vaporeuse pareille à de la mousse. Mais nous remarquerons que loin de supposer une quelconque harmonie, la jubilation devant sa propre image révèle au sujet la place du manque. Et c'est ce manque qui rendra Aphrodite jalouse de Psyché. Voilà. Dans les 3 personnages principaux de l'histoire, Psyché, le discours inconscient, Aphrodite, la beauté, et Eros, la libido.
Trois personnages étant les personnifications des pulsions qui nous concernent tous et qui forment un nœud dans l'inconscient et un triangle structurel. Voilà. Et il reprend tout l'ouvrage que j'avais lu il y a longtemps d'Apulée, son livre célèbre L'âne d'or. Les métamorphoses sont dans tout ce périple mythologique. L'Or, c'est un livre d'initiation, Voilà. C'est un récit initiatique. Oui. Mettant en évidence que les métamorphoses sont à la recherche de la vérité. Voilà. Et il nous dit, Aphrodite est comme les images que nous voyons en rêve, Psyché est le langage qui permet de les décrypter et d'en modifier la représentation. Voilà. Et c'est Psyché qui, par le biais du langage, peut faire passer l'image des choses à la vivacité des mots, qui permet d'ouvrir à d'autres représentations. Voilà. J'ai envie de rebondir sur Il y avait quelques mythes assez. Le mythe un peu fondateur, c'était le DIP, ça quand même. Oui. Hein. Et il y en avait. Avec quoi? Ah, pardon, excuse-moi. T'as entendu ce que j'ai dit ou pas? Tu dis le mythe. Voilà. Il m'aurait désolé de ne plus te voir. Et un autre mythe aussi qui était très utilisé par Akimasa, c'était donc Aphrodite, Psyché, pour expliquer un peu la relation de rivalité entre la mère et sa fille, et la relation d'amour et de haine entre la mère et sa fille, et aussi Narcisse, pour expliquer le narcissisme de mort, le mythe de Narcisse, souvent. Oui. Voilà, c'est souvent ces mythes-là qui étaient. Il met la fille du côté d'Aphrodite et la mère du côté de Psyché. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Oui, d'accord. C'est ça. Alors, sur quoi pouvons-nous rebondir un petit peu? Bon, telle richesse, oui. Qui a envie de... Bernard, qui a bien connu aussi. Ouais. Bernard Jacques. Oui. Moi, je n'ai pas connu ça. Oui. J'ai fait mon travail d'analyse via les membres du Cercle psychanalytique de Paris. D'accord. C'est du monde du Cercle qui est beaucoup basé sur des textes rédigés par Guimas. Et j'ai aussi eu accès, ça c'est une grande chance qui m'a beaucoup aidé dans mon travail, à des vidéos de séminaires de Guy Massa. Notamment trois vidéos qui sont fondamentales pour l'accès très simple en fait, à ces textes, qui sont des vidéos où, qui, par exemple, permettent d'expliquer ce qui est en fait très peu, enfin, qui peut être vu comme quelque chose d'obscur, la pratique du mouvement. Donc ça, je pense que c'est fondamental. Ce qu'il faut dire, je pense, de la pensée que moi j'ai fait bien, mais je n'ai pas le choix, parce que je suis son enseignement de façon directe, c'est que Kimasa, c'est un vrai psychanalyste. C'est un psychanalyste, et j'ai attendu longtemps pour nous sortir de l'inconscient. Oui, oui, oui. De l'inconscient. Oui. De l'inconscient qui parle. Et oui. Et il parle tout le temps. D'une parole hors norme. Oui. Oui, oui. Mais, et donc, la formation d'analyste, c'est rien. La fin du séminaire, qui m'enseigne bien que puis-je savoir rien. Et oui. Le mur, c'est le mur de la conscience, c'est le plan. C'est-à-dire que ce qui parle est inaccessible à la conscience, mais ça parle. Et ça, c'est fondamental, je pense, de ce que Kimasa a rendu possible. Je pense qu'il y a très très peu, pour ne pas dire quelque chose d'autre, quelques unités,
de gens qui sont la voie d'accès à Lacan. Guy Massin, il fait partie des gens. Tout à fait. Ouais. Lacan, il apprenait que 4 ou 5 années, c'est tellement compliqué. C'est pas vrai d'entendre de l'autre côté, de parler de l'autre côté. Ah oui. Tout le temps. Et moi, je crois, il est tout le temps dans la bouche. Naïs, c'est un tout bouché. C'est quelqu'un qui, effectivement, a tellement travaillé l'écoute de la parole, l'inconscient, je vous rappelle, ça parle, ça guérit et ça gouverne. Non, mais c'est pas d'une moindre portée. Donc, l'enseignement de Massin, c'est la voix de l'inconscient. C'est-à-dire, c'est le discours de l'âme. La voix, elle apostrophe A, bien sûr, l'objet A. L'objet A a 5 éclats qui sont repris à répétition du texte. Et donc, c'est extrêmement simple, en fait. C'est extrêmement simple. Après, on peut mettre toute la chair que l'on veut. De quoi dessus? C'est du vent. Que puis-je savoir? Rien. Que puis-je dire? Donner du sens. Mais donner du sens par l'oreille, il y a la formation de l'inconscient. Mais donc c'est la formation dans l'inconscient de la matière, mais qui est dans l'inconscient. Pour qu'il y ait un acte analytique, il faut que ce soit l'inconscient qui s'exprime. Et donc, je ne sais plus tout de suite, que puis-je faire donner du sens et que j'espérais rien à la mort. Donc en fait, l'enseignement de Massin, il est très simple. Et donc, moi, j'ai en fait eu la capacité, dans l'après-coup, de comprendre ces textes. Il faut les comprendre, à la rigueur, pour comprendre les textes, il faut les lire à l'oral, ou les faire lire par quelqu'un. Absolument. Comme ça, vous avez Absolument. de temps en temps la trouvaille. Et c'est celle-là qui va être dans l'acte, dans l'instant du temps qui passe, constitutif de l'évolution de votre formation dans l'inconscient. Donc pour moi, le Guy, j'ai fait un poème à ses obsèques. Tu nous le dirais? Oui, je vais vous le dire. Mais viens de le dire là quand je t'en Juste pour Ah oui, finir. d'accord. Pardon. Non, mais quand même, ayez ça. Enfin, moi, je pense que c'est ça qu'il faut apporter au débat des Lumières, enfin, à verser au débat des Lumières de l'humanité. Son truc, c'est sérieux. Tout à fait, oui. Dès qu'il a dépassé Lacan. Massin, c'est la psychanalyse se réduit au Borroméen. Il n'y a rien d'autre. C'est l'inconscient qui parle. Il n'y a pas de savoir, c'est l'inconscient qui parle. L'inconscient, ça existe. Ça existe. Moi, ça me transcende, en fait, parce que ça me parle. Je sais que je suis parlé. Oui, mais c'est pas. Non, transformation, quand même. C'est pas si facile que ça d'être parlé. Donc, en fait, après, ça parle à l'insu, pour ceux qui ne sont pas à l'écoute, qui ne sont pas formés, c'est pas grave, ça n'empêche pas le travail. Mais ceci dit, ça veut dire quand même que ce savoir-là, il est accessible par cette parole. Donc, juste pour finir, pour moi, quand même, ce qu'il faut retenir, ce qui peut sauver, qui peut faire renaître la psychanalyse dans sa pratique performative, il faut revenir au distinguo. Et Lacan, il y a peu de gens qui savent lire Lacan. 15 000 pages de Lacan, qui s'est tapé Lacan pour être fou. Moi, je l'ai fait, mais il faut être taré. Je l'ai fait d'ailleurs dans le mauvais sens. Je l'ai fait avant de pouvoir le faire. Et comment dire, c'est le distinguo de la parole du vers télévision. La parole a 2 versants. Il y a 2 versants. Ça n'a rien à voir. Il y a le mur de la conscience, le sens dans l'inconscient, mais pas le sens du conscient. Il y a un nuage Dijon. Lacan, je parle au mur. Mais je parle au mur, s'entend, je parle au mur. L'objet devient sujet. Et donc, en fait, le retournement du tort se fait. L'inconscient prend le dessus. Mais ce que je veux dire, c'est pas une théorie, c'est un réel. C'est une transformation réelle, une transformation de la parole. Donc, pour moi, ce truc-là, il est. Enfin, d'ailleurs, il faudrait éteindre toutes les chaînes télé demain et dire attendez, il y a ça qui a été trouvé. Je pense que moi, le jour où j'ai commencé à comprendre, donc effectivement, ça m'a ouvert, ça s'est ouvert. Ça ouvre. Et une fois que ça s'est ouvert, après, cette chaîne, les trouvailles, les figurances, les machins. Mais je ne savais entrefaire. J'imagine qu'il y a un inconscient, et je sais l'inconscient,
Ah ouais. Donc, je voulais quand même préciser ça pour mettre un peu le distinguo. En fait, c'est très simple. Le truc, il a, je pense, la pratique sur, enfin, la pratique de Guy Massin, c'est un condensé extraordinaire. C'est l'objet A, c'est destin enfin, destin et pulsion et destin, et puis Brenin. Et ça suffit. Et ça suffit. Et il faut former des oreilles. C'est tout. Il faut mettre des oreilles. Il faut mettre des oreilles à l'oreille parce que ça parle. Ça parle. J'ai entendu ça. Mais sauf qu'il faut s'entendre. Donc voilà, oui, je peux vous dire le travail que j'ai fait. En fait, Oui, attends, moi je voudrais que tu viennes là, t'asseoir là, comme tu Ah, vois pardon. sur l'écran. Voilà. Je te fais passer. Donc c'est Bernard Jacques. je ne sais pas qui est là, mais bonsoir à tous et à tous. Donc, est-ce que tu veux que je fasse, que je lise le poème? Je peux vous dire le... Oui. Alors, c'est un poème qui m'est venu. Avant, j'écrivais enfin, j'écrivais de la prose, principalement des poèmes, depuis quelques années. Et puis, en fait, c'est justement ce que je précisais là, c'est qu'un jour, à écouter les séminaires et je pense ces 3 vidéos, je ne sais pas, il faudrait les rendre à nouveau accessibles. Il y a une dame qui évoquait, et moi je fais de la comédie, du coup, d'ailleurs, j'en ai tiré profit pour faire mon one-man show, mais il y a eu pendant le séminaire de Guy Massin, une dame qui a évoqué quelqu'un qui ne se sentait pas bien en col blanc. Donc, j'étais avant dans la finance, j'ai peut-être un peu pris pour moi. Et elle a fait en fait une intervention en évoquant le colibri. Parce que, donc, c'était du coq à l'âne, on peut dire, quoi. Et Guy, en fait, et moi j'ai compris là, ce qui se passait, c'est que, et donc Guy a reprécisé que bien sûr c'était une bonne proposition d'interprétation, puisqu'elle était en fait complètement déconnectée de ce qu'on aurait pu imaginer un sens du côté de la conscience de quelqu'un qui allait ou pas dans son job de col blanc. Bon, bref, ce truc-là, ça faisait quand même quelques mois, quelques années que je travaillais au truc. Ça m'a fait jaillir un poème. Alors non, c'est pas celui-là. Je vais vous lire le poème que j'ai écrit au décès de Guy Massin, si vous voulez. Je ne pensais pas lire mon poème ce soir, mais L'improvisation. ah ben non, mais il est déjà écrit. Si je le retrouve, hein. Ah oui, non, il n'est pas là. Il est là. Je fais vite. Mais ça parle l'inconscient. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que ça parlait. Et c'est beaucoup plus joyeux, bien sûr, que c'est drôle. Inconscient. Alors, c'est ça qu'il faut faire, hein, c'est faut remettre du rire dans ce truc-là. Lacan, il disait, une psychanalyse qui n'est pas drôle, c'est pas une psychanalyse. Moi, je l'ai fait marrer sur le divan, les gens. Sinon, c'est pas la peine de faire une psychanalyse. Non, mais c'est vrai. Mais pour te rejoindre, Mais Guy Massin était un humour. Mais bien sûr. Non, mais l'inconscient, c'est drôle. Voilà. Alors voilà, on y va. Alors ce poème s'appelle « Ça reste là ». Monsieur, j'aurais voulu vous dire un mot pas de nulle part. L'un de ces mots dansants, mots voyageurs en chantant d'une agora antique. Un mot plus un d'un autre. Un mot des faits véritables qui s'emporte à présent. Voler l'essence sans être colibri. Sourire, des croient beaux, mais il n'y en a pas. Cerner sous la surface lisse de l'étang les particules d'électrons libres. Clamer l'amour en toute supposition. Café Molière émise épiée
dans la rue du Faubourg, curieux passé commun, familier d'une même croisade, votre poignet parti, de main libre en avenir. Faut-il que l'un de nos pères passe pour ne plus manquer? Monsieur, nous direz-vous un jour cette histoire-là passée? Ce comment ça, Magnificat? Vous est un oui. Écoutez votre éclair dionysiaque reversé au débat des Lumières, au chant de votre cercle, à Janus et à vous, je noue le nous. Monsieur, ce mot absent, non dit existe, pour être dit à la fin. Ce mot reste là pour nous, c'est là de l'au-delà, là, d'une belle note de vous et moi. Merci. Merci. Voilà pour le public de la salle. Donc l'inconscient, ça parle. Eh oui. Bah ouais, ça. Et ça ouvre à la poésie. Tiens, on peut te redire quelque chose. Non, je disais que c'était pratiquement le mot de la fin, non? Presque. Oui. Non, mais il faisait mouche quand il parlait. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon. Ensuite, ses constructions, son parcours. Il n'a jamais fait des cours sur la civilisation, sur le zen, etc. Il faisait que ce que l'on peut poser comme antagoniste scintille au moment où ça se rencontre et que ça passe par la voix. Voilà. Donc c'est très difficile au fond d'en parler Ah bah oui. comme si on commentait un texte, voilà, didactique. C'est pas didactique, c'est quelque chose. Quand on lit, je suis entièrement d'accord que on donne là un écho à un écrit. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est juste ça. Il faut bien. Ces textes-là sont plein de sens. Voilà. Et c'est quand même des séminaires. C'est de la voix. On lit de la voix. C'est pour ça que je pense lire à voix haute. Et donc, c'est la question de l'écho. Oui, mais l'écho, il peut être mis en écho Oui. avec quelqu'un qui sait faire écho. Mais on lit de la voix, et quand on lit les séminaires de Lacan, on lit de la voix. Et les gens n'ont pas compris. Je ne sais pas qui a compris ou pas compris Lacan. Lacan, il a dit sous son école. La plupart des gens, en fait, étaient dans une vision psychologique de la chose. Oui. En tout cas, c'est pas un jardin à la française. Ouais. À peine d'en faire un jardin. Je vais vous lire la critique qu'en faisait Guy Massa. Et les passeurs manquaient et manquent encore très souvent aujourd'hui de des êtres. Des êtres. Ou Nyan. Chinois, ou du non-pensé. Et c'est pour ça que Lacan l'avait considéré comme échec, oui. Et les psychanalystes manquaient de rien, en fait. Et ce n'est pas parce qu'on prononce les mots qu'on témoigne de les comprendre. Exactement. Tout à fait. Je parle d'écho, je parle pas d'école. En réappuyant qu'il est très difficile pour la pensée occidentale basée sur l'être de comprendre ce que peut être ce rien, ce ou qui fait passer toute chose. En chinois, la passe du ça se nomme la passe qui a pour porte le rien. Ou le passe sans porte, Woman Guan, là, du moine. Oui. Chez Massa, rien, c'est un qui rit, c'est rien. Rien, c'est rien du côté, c'est négativum. Oui. Du côté du conscient. Mais quand Guy Massa, il dit rien, il dit pas rien. Il dit rien.
Et donc, dans le contexte du rien de la phrase de Dimassa, vient le sens du sujet inconscient, de la parole de l'inconscient. C'est deux cerveaux. Les 3 cerveaux. Trois cerveaux. Oui, il y a un texte sur 3 cerveaux. Dans chaque phrase, il y a le sujet de l'inconscient qui apporte son sens. C'est pas. On peut montrer le livre. On peut vraiment Ah, dire que c'est vraiment, oui. voilà. Vraiment, l'acheter ce livre. Oui, mais comme tu l'as montré, voilà. On va faire une manipulation. Une manip. Je peux rien montrer. Bon, là, c'est un enlever le floutage. Donc, et la référence par Non, pas d'avatar. Enlève le flouté, voilà. Voilà. Ah oui. Voilà, nous sommes sauvés. Alors, comme ça, je vais vous montrer les ouvrages. Donc, une tape. Il y a, Moi, j'aurais voulu Oui, dire pardon. deux choses. Ah, oui, 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 voilà. oui, oui. Oui, Par vas-y. rapport, je trouve que l'intersection avec ce qu'on appelle le champ social, dans cette intersection psychanalyse et leur pensée chinoise travaille ici, que ceux d'entre vous à qui j'ai déjà parlé ici, vous savez que si je me suis intéressé à la pensée chinoise, et en particulier à la pensée médicale chinoise, c'était dans le cadre de travail en tant que travailleur social et psychothérapeute avec une individu sans abri en sortie d'hôpital psychiatrique. Parce que cette question de parler au mur et des murs qui résonnent, et R-E-S-O-2-L-E, il y avait quelque chose de ça qui passait, justement par rapport à cette thématique du passage, en utilisant, parce que je crois qu'il y a la question de la lettre, de pourquoi Lacan s'est intéressé à l'écriture chinoise, et la question du signifiant aussi, dans son incorporation à travers une gestuelle, justement, et dans sa translittération. C'est l'allusion talouchienne, parce que quand on dit Tao, on translittère. On n'est pas dans une traduction, on n'est pas dans une transcription, on est dans une translittération d'une autre écriture en un alphabet. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant dans le champ des pratiques sociales, pas de la même façon que de l'analyse en cabinet. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est pareil de parler de Tao, de Qi, de Yin, avec quelqu'un qu'on reçoit dans son cabinet, et quelqu'un qu'on va rencontrer comme ça, qui est de passage dans une institution. Parce qu'il y a quand même une question psychopathologique qui se pose, qui est justement l'usage du signifiant qu'on va faire dans un cadre institutionnel, c'est pas le même que celui qui se déploie. Donc c'est pour ça que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est un sujet justement, moi j'ai fait cette démarche d'apprendre le chinois classique et après 5 ans, c'est qu'on est un petit bébé, ce qu'il faut 10, 15 ans, 20 ans, toute sa vie, quoi, pour pénétrer 20 000 caractères dans un dictionnaire, 2000 caractères d'usage courant. C'est quand même pas non plus quelque chose qui comprend le vie comme ça. Et c'est pour ça que je dois dire que parfois, ayant fait également du grec ancien, ayant lu Héraclite et tout ça, parfois j'essaie de prendre la mesure des écarts quand même, qui séparent ces pensées, pour pas tomber dans un discours de l'un qui devient doctrinaire. Et je pense que c'est quand même un risque du bouddhisme, qui est une religion doctrinaire, de filiation patriarcale, avec des transmissions très violentes. Et c'était l'objet de mon intervention en septembre. Ici, c'est de dire, bon, cette question de mettre des coups de pied et de couper des doigts pour faire enseignement,
c'est quelque chose qui, à mon avis, est complexe. Et je crois que ce qui est intéressant dans les pratiques sociales, notamment avec les psychoses ou, c'est pas une clinique que je connais, mais les autismes, c'est qu'on s'apprend en revers cette culture et cette violence en tant que clinicien. Et c'est celle-là qui nous fait décoïncider, je dirais, François Lucas, de notre position confortablement installée dans ce qu'on pourrait avoir une théorie ou un discours comme ça qui peut être plaqué sur le réel, justement, et que c'est cette effraction de la rencontre. Mais c'est là où, justement, la rencontre, elle peut être avec le zen comme avec autre chose. Enfin, c'est pour ça que moi, je tendance à me dire, je trouve que c'est le parallèle, il est évidemment très fort entre la coupure analytique et la scansion entendue sur le code lacanien. Bon, maintenant, la séance est terminée. Mais il me semble que justement, ce qui se déploie dans une institution d'un usage qu'on peut faire de la pensée chinoise, c'est pas ça. Et c'est autre chose. Et quand je fais des ateliers Chuan, avec la SF13, et qu'on voit ce travail de s'entretenir, moi, je ne sais pas si ça passe par l'inconscient ou si c'est tout préconscient. Je pense qu'il ne faut pas dialectiser conscience et inconscient, parce que justement, il y a trois termes, et il y a quelque chose de l'ordre du préconscient et du corps, et de la façon dont le langage va venir s'inscrire dans le corps par le signifiant, justement, il me semble être quelque chose quand même de très important, et que du coup, ça passe par les langues également. On ne peut pas faire du zen, une espèce de doctrine universelle de l'un dans un métalangage comme ça qui ne correspond pas aux énoncés précis, quoi. Quand on lit ces textes, pour moi, la moindre des choses, c'est quand même d'aller travailler caractère par caractère, comme le faisait Imassa, je vois, dans ses traductions qui sont fines, qui sont réfléchies. Et c'est ce travail-là qui est quand même très important à poursuivre si on veut continuer de faire des ponts, parce qu'on ne peut pas le faire. Nous avons dans la salle deux analystes qui ont ouvert une consultation à Asie à Sainte-Anne. Pas analyste. Ah, d'accord. L'orientation analytique, mais pas analyste. D'accord. Moi, je travaillais avec Vergès. C'est Oui. sur l'oreille. Vraiment, ça me parle. Ah oui. C'est vrai que, mais en tant que clinicien, on est quand même très éloigné de ce discours-là. Eh oui. Nous, les familles que l'on reçoit, ce sont des familles qui sont quand même en difficulté, si on ne se fait pas d'institution. Et la grande difficulté, c'est d'arriver justement à pouvoir être du côté de cette oreille et de pouvoir mettre en énergie la question de l'inconscient. Les familles qu'on reçoit ont des grandes difficultés sociales, sont prises dans des difficultés familiales. On a pas mal d'ados qui sont placés aussi, puisqu'ils sont en difficulté. Et ça prend un certain temps, d'une part, pouvoir non seulement les accueillir, mais les apprivoiser, et ensuite à pouvoir mobiliser cette énergie. Je dirais qu'il y a beaucoup peu d'élus pour faire un travail avec eux. Donc il faut rester quand même un petit peu raisonnable dans la clinique. Ce n'est pas une clinique abordable par tous les patients. Pour des raisons multiples, et particulièrement économiques, même en institution. Oui, mais je dirais qu'une seule rencontre peut être déterminante pour un parcours. Oui. Mais en fait, le dispositif a été pensé justement de rendre une intention chinoise. Quand vous parlez de votre voyage, votre transmission en Chine, imaginez ce que vous êtes expert qui représente la psychanalyse occidentale et français, le lacanien, etc. Alors, donc, il y a des élèves, des disciplines qui est autour, qui est là pour écouter, pour recevoir cette discussion.
Alors en fait, le dispositif qu'on a créé, ça renvoie un peu de cette inconscient, comment dire, qu'on peut rencontrer en Chine. Donc en fait, c'est un dispositif constitué qu'avec, on va dire, les cliniciens chinois et avec leurs stagiaires, c'est global, avec leurs stagiaires tous d'origine asiatique ou chinoise. Alors il y a un monsieur blanc Étranger. étranger. Voilà. Du coup, en fait, c'est drôle, en fait, ça recrée un peu son chinois. Et donc, on a des patients, en fait, quand ils arrivent. Alors, pas exactement, hein, mais. Alors, vous savez, en fait, nous, on est comme enfin, c'est une parole déjà intraculturelle, Tu dis une parole, c'est deux paroles, c'est deux personnes différentes. oui, Ça mobilise. Oui, en écho. Bah, en complémentarité, je Et dirais. oui, Mais c'est-à-dire ça mobilise. il y en a un qui fait traduction aussi. Non. Non? Non, moi, j'ai pas besoin de la traduction. Ah, bravo. Oui. Pas toujours, et c'est pas ça qui me mobilise. Moi, j'aime beaucoup cette expérience où justement, c'est le vibrato de la voix, c'est Ouais. l'énergie, c'est même le regard est une oreille. Voilà. C'est comme ça que j'aime travailler, c'est-à-dire débarrasser du langage d'une certaine manière. Je trouve ça, cet exercice très intéressant. Alors, des fois, on se trompe. Qui ne se trompe pas en faisant des hypothèses. Mais je trouve ça très intéressant et parfois même si ce qui est dit est en chinois, je ne l'entends pas, mais ce que j'entends m'est suffisant. Je n'ai pas besoin de la traduction. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et elle est venue comment cette consultation? Elle est née de quoi? De mon expérience du travail au Vietnam Oui. et de la collaboration que j'ai pu faire avec des projets. Pas plutôt de l'éducation d'ailleurs. Mais je me suis aperçu que pour travailler avec ce que disait beaucoup, pour travailler avec des populations chinoises, il fallait de toute façon un consultant chinois et un consultant français qui représentait l'institution française. Et puis aussi, parce que la façon de penser, les métaphores utilisées, c'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est pas forcément traduisible. Moi, j'avais envie qu'il y ait un double langage. Voilà. Et pas seulement inconscient, mais aussi du côté de la langue. Parce qu'il y a quand même des effets de langue aussi. Mais, voilà, c'était. Mais c'est lié à l'expérience que j'avais eue du montage de projet en Asie. Au Vietnam. Au Vietnam en particulier. Je suis allé 21 fois au Vietnam. Donc, ça fait de nombreuses années. Oui. Oui, depuis 1995. D'accord. Donc voilà, c'est cette expérience-là où j'étais obligé de m'appuyer sur une autre voie, qui était celle de la représentante de mon association, avec qui on avait une grande complicité, parce que ça fonctionne aussi avec la complicité. Donc parler d'une même voix, mais dans deux langues différentes. Voilà. Et ça donne des choses très intéressantes. Moi, je me souviens d'un enfant vietnamien à qui je faisais un bilan piagétien, et je lui pose une question en français qui est traduite en vietnamien, et il me répond, I don't speak French. Enfin voilà, on a des éléments comme ça qui sont très intéressants. Et alors, il y a des gens qui vont se lever, comment on a fait une plaquette, on l'a diffusée, c'est sûr. Voilà, et petit à petit, on a fait une petite répétition. Des personnes qui sont hospitalisées à Sainte-Anne. Non, c'est uniquement pour consultation ouverte. Consultation externe. Et ce sont, pour une part, des familles qui viennent un petit peu directement, pour la grande majorité des familles qui nous sont adressées, soit par l'aide sociale à l'enfance pour les histoires de familles en grande difficulté, soit par d'autres CMP qui nous ont repérés avec spécificité. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent spontanément, sans passer par ce chemin-là? Quelques-uns, voilà, qui par Internet, qui connaissent le réseau de Ying. Et d'autres, ce sont des gens du réseau de Ying
qui me connaissent et qui me réadressent les patients. Donc, on a en fait voilà, un petit réseau qui s'est constitué. Mais c'est vrai que le dispositif est un dispositif relativement intéressant. C'est tout à fait intéressant pour que si un jour ou l'autre, tu me guettes cette expérience. Bien, on est tellement dans la panade de tout ce qui s'appelle l'interculturel que ça nous ferait du bien. Ben oui, justement, mais ça fait du bien que tout ne soit pas de ce côté-là. Voilà. C'est pour ça que je rejoins effectivement la question de l'oreille. Bien sûr. Et je peux dire, évidemment, j'ai besoin d'un peu de traduction. Nous, le traduit, c'est la chose. Oui, mais tu triches un peu. Mais ces traductions et complémentarité et aussi différenciation soit de l'autre. C'est intéressant parce que c'est parfois assez conflictuel. Très intéressant qu'il y ait ce mot de traduction et pas d'interprétariat, par exemple. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant. C'est Ça fait ça crée un voyage des mots et pas le fait qu'une espèce de bottage est figée dans un sens un peu surgelé et conventionnel. Mais là, je trouve ça très je pense que je important. me suis autant à ce que J'ai raison. Hein. que ce qui m'est traduit. Parce que ce qui m'est traduit, je l'écoute aussi. C'est un double travail. C'est vraiment la question de ce qui est dit, de ce qui est sous-entendu, de ce qui est signifiant. Ce sont des choses tout à fait différentes. Et d'être débarrassé du travail de consultation, puisque c'est et de la langue, c'est un exercice tout à fait intéressant, qui peut être un petit peu étonnant au départ, puisque perd les outils habituels, mais qui nous pousse justement à être du langue. Est-ce que vous avez recours à l'écrit? Parce que bon, mon expérience toute bête en Chine, c'est que quand les gens ne se comprennent pas, ils écrivent le signe sur la main. Est-ce que oui, enfin, ça arrive dans votre consultation. Hein. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Et donc le corps soit en jeu, c'est comme ça. Voilà. Oui, c'est ce que l'on retrouve aussi quand on transmet en Chine avec la traductrice. Moi j'écoute le chinois. Je comprends certaines phrases, j'entends les mots, le vocabulaire. C'est très important, hein, cette double écoute. Bon, mais je ne sais pas du tout quelle heure est. Hein? Oui. Je vais finir de montrer, puisque maintenant l'écran est on n'a pas fini les livres de le passage en revue des livres de Guy Massa. Voilà, les fragments d'Héraclite. Une première traduction faisant intervenir la dimension de l'inconscient, et pareil pour le Tao Te Ching. Voilà. Et l'autre on les trouve en librairie, ça, Héraclite, je pense. D'accord, voilà. Et le Tao Te Ching. Mais c'est la une deuxième version. La deuxième traduction avec son petit-fils. C'est son petit-fils. Ah, tu vois, oui. C'est une belle transmission. Ah oui, qui connaît le chinois, je vous dis Bon. Je parle dans ma tête. Enfin, j'essaye d'en parler. Voilà. Merci à tous. On se retrouve normalement le 26 avril. Je vous enverrai le 26 avril. Alors, Diana Kamieni devait venir nous parler de japonais, mais j'attends qu'elle nous réponde, sinon on fait autre chose. Je vous tiens au courant. D'accord. Voilà. Bonne soirée. Merci. Bon, ben, au revoir. Au revoir. Amis internautes. Merci. Internautes.